salle Omnisport de Saint-Étienne avec à mes côtés Michel, bonjour. Bonjour. Alors là, on est devant une maquette de train. Vous êtes passionné de modélisme. Alors passionné de modélisme, passionné de train, hein, depuis la plus tendre enfance. Et c'est vraiment pour moi un moyen d'évasion dans la mesure où en créant des petites scènes comme ça, je crée un monde à part, un monde différent qui permet l'évasion. Outre le fait de travailler la maquette, il y a dans l'idée de changer de lieu, changer d'endroit par rapport à mon quotidien et c'est très important. Pourquoi le train ? Ben écoutez, j'en sais vraiment rien. Je sais que quand j'étais gamin, j'aimais beaucoup les trains à tel point qu'un jour on est passé un passage à niveau avec mes parents. J'ai fait un tel caprice que mon père s'est arrêté. On est allé demander à la garde barrière pourquoi le train ne passait pas, mais c'était pas le moment de passer et j'étais déçu. Comme ça, c'est comme ça que j'ai aimé les trains. L'avantage du train en modèle réduit, c'est qu'il y a le plaisir de la construction, de la conception, de la construction et aussi de l'exploitation derrière. Il y a un côté ludique, un côté jeu, en faisant bouger les trains, en faisant des manœuvres qu'on essaye de faire le plus réaliste possible par rapport à la réalité. Et c'est tout cet ensemble qui m'attire vraiment, moi, tout ça côté. L'originalité aujourd'hui, c'est que votre maquette repose sur des tables à repasser. Voilà. Alors l'origine, ça vient d'un défi qui avait été lancé par une revue qui s'appelle Loco Revue, hein, loco terme de diminutif de locomotive, qui, participant à une manifestation, avait lancé l'idée de faire un défi à qui voulait bien le relever, de construire une maquette de train fonctionnelle sur une planche à repasser. Donc c'était en 2012 et la manifestation avait lieu un an plus tard, c'était une exposition à Sedan dans les Ardennes. En 2013, on avait donc un an pour construire une maquette de train sur une planche à repasser. Et de ce fait, j'ai trouvé que c'était très pratique puisque la planche à repasser, ça ne tient pas beaucoup de place quand c'est plié. Quand on la relève, c'est vite fait pour la mettre en place, c'est stable, on a juste à poser les maquettes dessus, les boulonner et ça va très bien, c'est très efficace comme support, plutôt que de construire des supports plus ou moins solides, à boulonner, à régler de façon difficile. Là, ça marche très bien tout seul. Voilà pour... Et puis, ça prend pas de place pour pouvoir la stocker chez soi, donc ça fait 30 cm de profondeur, c'est ça. Voilà, cette maquette-là est construite comme une maquette qu'on appelle une maquette étagère, un réseau étagère, puisque la profondeur du train, c'est 30 cm de profondeur. Ça présente donc deux avantages. Le premier, je viens de le citer, c'est la place réduite sur le local où on le met. Et deuxième avantage qui est très flatteur, c'est que le moindre détail qu'on va faire va se voir. Parce que si vous faites un réseau de 60 cm, 1 mètre de profondeur, le petit détail à 1 mètre de profondeur, personne ne le verra. Là, tout le monde le verra. Les gens sont beaucoup plus dans l'ambiance de la maquette que sur une maquette immense. La maquette, on va en parler. Alors, ce sont des trains qui datent des années 40, 50, 60. Moi, le repère que j'ai, c'est les petites voitures que vous avez mis pour illustrer cette maquette. Oui. On voit la 4L, la DS familiale, les petites Peugeot, c'est ça. Tout à fait, voilà. La maquette en elle-même peut se situer dans les années 50 jusqu'à 70, même quelquefois je peux utiliser jusqu'aux années 80, tout dépend du matériel roulant que je fais tourner. Là, aujourd'hui ici à Saint-Étienne, j'ai apporté du matériel roulant des années 65-70. Hein. Mais je peux apporter du matériel roulant vapeur qui est plutôt années 50. Les premiers diesels de ligne, ça c'est plutôt 50, fin 50, début 60. Cela au milieu des années 60 jusqu'en 70, et j'ai d'autres maquettes de train qui sont plutôt début des années 80. Voilà, ça me permet de couvrir ces zones-là. À quelle échelle ? Alors l'échelle qu'on appelle le HO, on devrait appeler H0 d'ailleurs, le coefficient de réduction c'est 1,87e. Et j'ai deux écartements, l'écartement voie normale, donc pour les trains de la SNCF, et de l'autre côté, la voie étroite pour le petit TACO, qu'on voit souvent dans les campagnes. Et ma gare, c'est une gare double terminus d'échange entre ces deux écartements, entre le train à voie normale SNCF, qu'on appelle le train à voie normale, en fait, hein, et le petit TACO à voie étroite derrière. Ce matériel roulant, vous le trouvez où ? C'est des clubs, c'est des sites d'annonces. Comment on fait pour pouvoir se procurer tous ces petits modèles ? Alors ces petits modèles sont produits industriellement. Alors, c'est des petites industries, ce sont des petites entreprises qui sont généralement conçues en Europe, en France, en Espagne, en Angleterre et fabriquées bien entendu en Chine. Hein. Et ça, on trouve ça dans des
les quelques commerces de modèles réduits qui nous restent. Hein. Je suis sur Lyon, j'habite sur Lyon. Il y en avait plusieurs sur Lyon quand je suis arrivé à Lyon il y a une quarantaine d'années. Maintenant, il y en a dans l'agglomération lyonnaise, il n'y en a plus qu'un seul qui reste en physique. Et sinon, évidemment, on trouve sur Internet. Et puis alors pour l'anecdote, la photo qui est derrière nous, alors vous ne connaissiez pas du tout l'endroit où ça a été pris et vous avez découvert par hasard que la photo, c'était à Saint-Étienne, c'est le quartier de Côte-Chaude. Racontez-nous un petit peu cette anecdote. Voilà, alors l'anecdote, c'est que quand j'ai construit la maquette, j'ai trouvé dans le commerce, justement dans cette revue qui vend des accessoires, cette photo qui me convenait pour mon réseau. Donc je l'ai installée. Et c'était il y a 5-6 ans à peu près. Et la première exposition que j'ai faite avec ce réseau, elle était ici à Saint-Étienne par des copains qui ont le club à Saint-Étienne, des copains stéphanois. Et je l'ai présenté à la Bourse du Travail. Je ne savais pas d'où c'était, je faisais tourner mon train et je voyais des gens perplexes devant cette maquette. Alors, ils étaient perplexes non pas pour la maquette elle-même, mais en regardant le fond de décor. Je me demandais ce qu'il avait de particulier, ce fond de décor, jusqu'au moment où il y a une dame qui s'est écriée « Mais c'est Côte-Chaude », elle avait reconnu le clocher de Côte-Chaude, qui est un quartier de Saint-Étienne. Alors, quartier que je ne connaissais pas du tout, et c'est là où j'ai découvert que, par hasard, j'ai une photo de Saint-Étienne que je présentais pour la première fois à Saint-Étienne sans le savoir. C'était très amusant. C'est formidable, c'est une sacrée anecdote. Pour revenir à la maquette, donc vous construisez de A à Z les décors, donc les petites maisons, les rails, c'est vous qui les installez, tout ce qui fait verdure, tout ce qui sert de verdure, et puis vous construisez le réseau électrique parce que tout ça, ça bouge. Donc vous concevez et vous construisez le réseau électrique. Alors oui, effectivement, toute la partie électrique, je la construis. Sauf que je fais très simple. C'est-à-dire que j'ai une alimentation, donc c'est une tension électrique de 12 volts courant continu, donc plus et moins, hein, qui alimentent les rails. Et dessous, j'ai deux fils, un plus, un moins, qui sortent du transformateur et qui alimentent ces rails. La seule technique électrique, je dirais, que j'ai utilisée, c'est d'associer un interrupteur à chaque aiguillage. Donc il y a une commutation électrique en même temps que la commutation mécanique qui donne l'alimentation de la voie en rapport avec les rails pour faire circuler le train. Le train qui n'est pas donné mécaniquement par les voies est à l'arrêt puisqu'il n'est pas alimenté électriquement. C'est tout ce que j'ai fait, c'est très simple, ça marche, c'est fiable et ça me permet moi de le piloter avec mes mains plutôt que de passer par des systèmes sophistiqués électroniques, numériques et parfois même ordinateurs. Ouais, donc un inverseur pour pouvoir inverser la polarité, ce qui permet de faire une marche avant et une marche arrière, c'est ça. Ça se fait au niveau du transformateur. Je tourne le bouton du transformateur à gauche, le train part à gauche, je le tourne à droite, il part à droite, tout simplement. Voilà, ça change la polarité. Tout à fait, ça inverse les polarités. Vous avez combien de maquettes chez vous en stock? Vous en avez présenté une vingtaine à peu près, on va dire. Alors, j'ai dans ma collection actuellement 39 engins moteurs, entre locomotives vapeur, locomotives diesel et autorail. J'ai choisi de ne pas installer de matériel électrique. Alors, j'ai quelques locomotives électriques, tout simplement parce qu'elles sont alimentées par des fils aériens qu'on appelle des caténaires. C'est très difficile à mettre au point, surtout sur des maquettes qui sont destinées à être déplacées pour les expositions. C'est très fragile. Donc c'est la raison pour laquelle je n'utilise pas les électriques, qui sont malgré tout très bien. Et puis les wagons, j'en ai un certain nombre, je ne vais pas compter, je vais peut-être autant une quarantaine, peut-être une cinquantaine de wagons. Et vous êtes toujours à la recherche d'une pièce rare. Ça serait quoi la pièce rare prisée par les passionnés de modélisme? Alors les pièces rares, c'est très simple, il y a une pièce rare par modéliste. Donc on est à peu près 50 000 maquettistes ferroviaires en France, il doit y avoir à peu près 20 000 pièces rares. Ce qu'on appelle une pièce rare, c'est pas forcément un modèle de locomotive ou de train ou d'engin, c'est parfois un modèle qui est diffusé en grande diffusion, mais avec un détail très particulier, qui est bien spécifique à une locomotive qui a eu telle ou telle modification, ou telle couleur qui était différente, ou telle immatriculation qui était différente de toutes les autres de la même catégorie. Souvent, c'est ce qui se recherche. Pour moi, mon matériel rare, ce serait un autorail qui était un peu spécifique du Massif central, qui n'a
pas été reproduite à cette échelle-là depuis très longtemps, qu'on appelle un ADX2. C'est une appellation administrative. C'était un autorail qui était construit par Renault. ADX, c'était l'appellation Renault. Et 2 parce qu'il y avait 2 moteurs dessus. J'espère qu'un jour ce sera reproduit. Quand je rencontre des fabricants, je leur dis vous ne pouvez pas faire un ADX2. Pour le moment, c'est pas prévu. Bon, peut-être qu'un jour ça viendra. En tous les cas, c'est une magnifique passion, un magnifique passe-temps. Vous continuez toujours à chercher des matériels. On nous avait dit tout à l'heure que vous aviez reçu une locomotive ou un wagon récemment, quoi. Oui, ben, c'était une remorque d'autorail qui a été produite il n'y a pas très longtemps et que j'ai achetée, qui est toute neuve, qui est toute brillante. J'avais commandé du matériel. Alors, je recherchais, vous parlez de matériel rare, je recherchais un petit wagon deux essieux, un petit wagon frigorifique de la société, bon, je peux donner le nom, Steph, qui est très connu. Et j'ai eu du mal à le retrouver parce que c'est un wagon qui a été produit il y a pas mal de temps par Jouef à l'époque où Jouef était fabriqué encore en France, dans le Jura. Et j'ai fini par le trouver chez un revendeur qui revend du matériel neuf, mais qui revend aussi du matériel d'occasion. Je l'ai commandé, je l'espérais l'avoir pour l'exposition de ce week-end, donc hier et aujourd'hui, et j'ai eu l'information comme quoi il est arrivé à la maison hier matin. Ça sera pour... De la maison vers 7h, il a dû arriver vers 10 ou 11h hier matin à la maison, c'est ma femme qui l'a réceptionné. J'aurais bien aimé avoir ce petit wagon. Bon, je l'aurai pour une prochaine exposition. Voilà, pour une prochaine exposition. Donc c'est vrai que quand on voit vos maquettes, on reste tous des grands enfants. On est tous des grands enfants. Non seulement on est tous des grands enfants, mais les maquettistes, on le revendique. Moi, quand on me dit vous êtes un grand enfant, je dis mais je suis content à mon âge d'être encore un grand enfant, d'avoir un comportement un peu puéril, de pouvoir surtout rêver, de pouvoir imaginer. Imaginer des situations comme ça, des réseaux, que ce soit à voie normale, à voie étroite. Alors, moi, je suis plutôt spécialisé dans tout ce que est petits trains de campagne, petits trains secondaires, ce qu'on appelle les voies secondaires, les VNS, ça c'est un terme qu'on utilise en tant que maquettiste, ça veut dire VNS, ou même passionné de train, hein, ça veut dire voie normale secondaire. La voie normale étant l'écartement standard de la SNCF ou des grands réseaux même internationaux, par opposition à la voie étroite que l'on peut avoir dans les TACO. Une dernière question, on a Saint-Étienne, vous savez que nous avons le tram avec justement des voies étroites. Le tram, c'est un train urbain. Un jour, on verra peut-être un tram de Saint-Étienne sur une de vos maquettes. Alors, des trams, ça existe. Il y a des gens qui sont spécialisés dans les trams à voie étroite ou même certains à voie normale. Hein. On commence à voir aussi un modèle réduit des trams trains, ce qui est une nouveauté. Et il y a même des gens qui sont spécialisés dans les rames de métro, des métros parisiens. Alors, est-ce que le tram de Saint-Étienne existe? Personnellement, je n'en ai jamais vu. Probablement, il doit bien y avoir quelque part un modéliste bricoleur stéphanois qui a dû, à partir d'un modèle standard du commerce, en faire une version Saint-Étienne. Il faudrait rechercher. Moi, j'en connais pas, mais ça se fait, oui. Industriellement, je n'ai pas de mémoire, connaissance d'un tram de Saint-Étienne. Merci beaucoup Michel de nous faire rêver parce que c'est vrai, lorsqu'on est devant votre maquette, on rêve tous. Merci beaucoup, puis merci à Jean-Claude qui réalisait ce reportage. Merci. Merci à vous de m'avoir invité, de m'avoir interviewé. Bonne journée.